Bonjour Régis, bonjour Ariane. Bonjour. Ravie de vous retrouver. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation concernant votre livre. Alors écoutez, je vous laisse savoir comment vous vous étiez rencontrés et comment vous aviez procédé pour écrire ce livre, comment l'idée vous en était venue, etc. Donc voilà, je vous donne la parole. Vas-y, Ariane. Ah, d'accord. Alors, Régis et moi, nous nous sommes rencontrés en 2020, si ma mémoire est bonne, à la suite de la parution du livre de Régis, Préserver l'innocence des enfants. Et l'éditeur de Régis lui avait indiqué qu'il serait pertinent de discuter avec moi au regard de mon livre, L'imposture des droits sexuels, que j'avais publié en 2017, puisque tous les deux, sans se concerter, nous étions arrivés à la même conclusion que ce programme de l'OMS était dangereux pour le psychisme infantile et pour le développement de l'enfant. Donc nous avons démarré des discussions professionnelles et puis petit à petit évidemment amicales, parce que nous partageons aussi le goût de la poésie, de la philosophie, voilà. Et l'idée de ce livre, elle a émané de Régis d'abord. Donc peut-être Régis, je te laisse la parole sur la suite. Le micro, oui. Le micro, Régis. Voilà, j'ai retrouvé le bouton du micro, vous m'entendez? Très bien. Ouais. Y a un complément, il faut dire, avant que nous procédions, enfin que nous écrivions ce livre en commun, c'est le colloque du 13 mai 2023. Où on a vraiment pu faire connaissance plus directement déjà, parce que sinon avant on ne se parlait que par téléphone, voilà, et on a pu faire connaissance et vraiment apprécier qu'on était très sur la même longueur d'onde, mais en même temps de façon très complémentaire. Et il y a une troisième personne d'ailleurs qui est complémentaire, c'est Virginie Desarroquea. Voilà, parce que dans ce domaine complexe qui est celui de la situation des enfants face à la sexualisation invraisemblable que vit notre époque, il faut être complémentaire. On ne peut pas maîtriser tous les domaines qui sont dans des disciplines relativement différentes. Mais qui se complètent très bien. Donc voilà, ça a été une autre occasion. Et pour écrire ce livre, moi, ça a été une excellente nouvelle de savoir qu'on pouvait le faire avec Ariane. Ça me plaît beaucoup. On s'est complété de façon facile, si je peux dire, assez spontanée. Ce qui nous a permis d'écrire vraiment quelque chose qu'on a écrit, c'est comme un piano à quatre mains, hein. Il n'y avait pas deux pianos, il y avait un piano à quatre mains, bon, avec des petites fausses notes de temps en temps, mais que du coup on a rétabli facilement, et voilà. Ça veut dire que vous avez écrit chacun des parties et vous les avez mis en commun, parce qu'on a vraiment l'impression que c'est entremêlé. Alors, on avait chacun nos idées, mais nos idées, mais comme je viens de dire, c'était pas deux pianos, c'est vraiment une partition à quatre mains. C'est-à-dire que Ariane pouvait très bien compléter certains mots, enfin certaines parties dans une de mes parties, et moi à l'inverse leur préciser quelque chose, etc. Et chacun prenait en compte les remarques de l'autre. C'est surtout ça. Il n'y a pas eu de conflit d'ego là-dedans. Voilà. Oui, très bien. Mais je me demandais comment, pratiquement parlant, vous faisiez. Chacun écrivait le texte et l'échangeait avec l'autre pour que l'autre fasse des… Alors non, en pratique, j'avais une matrice, si je peux dire. On a ce projet, en fait, on avait ce projet depuis deux ans avec un autre éditeur, et puis on voyait que ça n'avançait pas, et donc moi j'avais ce projet, et cette matrice du premier projet
que j'avais fait suivant le plan que m'avait fourni, enfin un plan assez élaboré quand même déjà, hein, et j'ai suivi le plan assez élaboré, assez complet que m'avait donné Ariane. Du coup, j'ai fait une matrice, donc je lui ai renvoyé à ce moment-là, elle a rajouté des choses. Donc, vous voyez, ça a été plutôt une partie de ping-pong mais on n'avait pas mis la main à la pâte à son tour, en fait, c'est ça. Voilà, on n'avait pas l'intention c'est une partie de ping-pong amicale et sans vainqueur et sans vaincu. Voilà. D'accord. Bon, alors, et vous, Ariane, comment vous l'avez vécu? De manière très aisée, parce que, alors, il est vrai que ce colloque, donc la dérive totalitaire sur les enfants, que j'avais organisé avec ma collègue Amandine Lafargue à Paris le 13 mai 2023, a permis de fixer vraiment les points de vue au-delà des rencontres et aussi de mesurer. Et donc, j'apprécie beaucoup effectivement que Régis l'ait rappelé. L'importance de la coopération entre la pédopsychiatrie, la pédiatrie, la psychologie de l'enfant, la psychopathologie et le droit, en particulier le droit pénal, donc avec Virginie Darojo-Recchia. Et je crois que nous avons tous une fenêtre, une expérience, une carrière, une clinique. Ça, c'est très important, c'est-à-dire que ce que nous disons n'est pas fondé que sur de la théorie, mais sur des cliniques d'enfants, des profils aussi de pédophiles dont nous connaissons les discours, etc. Donc voilà, ce livre, effectivement, alors il est bien évident que pour parler de la biologie de l'enfant, c'est surtout Régis qui s'en est occupé, tandis que pour parler de l'idéologie des droits sexuels, ça a été plutôt moi. Donc effectivement, on avait plutôt des sujets que nous maîtrisions davantage, mais c'est réellement un quatre-mains avec un but que nous avons recherché et qui était celui d'offrir vraiment une complétude d'analyse et de données à la fois sur le développement psychique de l'enfant et à la fois sur la nocivité de cette supposée éducation sexuelle qui n'est pas, de notre point de vue, une prévention. Et donc, nous apportons aussi des éléments pour une véritable prévention en protection de l'enfance. Mais je dois dire que, en comparaison à d'autres qui peuvent nous faire des remarques, parce qu'effectivement, ils ont plutôt, on va dire simplement la tête dans le guidon, nous avons travaillé depuis des années à avoir une vision d'ensemble. Et c'est cette vision d'ensemble qui, je pense, est présente dans le livre, qui est à la fois le projet de l'OMS, les ramifications, le ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation, le programme de fond, l'infiltration idéologique, et en même temps au regard du corpus de psychologie du développement en particulier, que nous avons estimé central, parce qu'il y a beaucoup d'ignorance. Donc ce n'est pas un livre de dénonciation, c'est vraiment un livre de compréhension de la psychologie de l'enfant qui est à destination de tous, c'est-à-dire des parents, des éducateurs, des instituteurs, des directeurs d'école, de ceux qui élaborent ces programmes, etc., parce qu'il y a beaucoup d'ignorance. Et c'est là que nous souhaitons intervenir. Donc, ce n'est pas du tout un livre qui manie le sensationnalisme ou qui se repaît de cas les plus extrêmes. Non, nous apportons vraiment cette dimension professionnelle, en réalité, qui manque parce qu'on écoute tout le monde et on entend tout le monde, sauf les véritables professionnels experts de leur sujet. Et c'est là que le bât blesse, d'après nous. C'est clair. Moi, pour avoir lu vos deux livres, L'imposture des droits sexuels et Préserver l'innocence des enfants, je m'attendais éventuellement dans ce livre à retrouver beaucoup de redondances. Et en fait, je trouve que c'est vraiment une très, très belle continuité. En même temps, on retrouve quelques points pour se raccrocher pour les gens qui n'auraient pas lu vos deux livres avant. Mais c'est vraiment une très belle continuité. Et j'ai été particulièrement émue par ce côté, la magie de l'enfance que vous décrivez, la pensée magique. J'ai retrouvé en fait des souvenirs de ma propre enfance ou des souvenirs que j'avais avec mes enfants, de les voir réagir dans cette espèce de naïveté et de magie et d'émerveillement qu'ils ont eu. Et j'ai trouvé que c'était fantastique. Est-ce que, Régis, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de cette pensée magique ?
Alors, oui, parce que c'est ce qui a fait le plaisir de ma vie professionnelle et familiale, de travailler avec les enfants. Euh, il faut comprendre, il y a un point euh, par lequel on peut aborder cette pensée magique. On la connaît, hein, la pensée magique, c'est celle qui fait que les enfants croient au Père Noël, qu'il y ait des choses qui sont très sensibles aux choses magiques, quoi. Ils peuvent prendre ça pour des réalités tout à fait faciles, et que on dit souvent de cette pensée magique que, alors c'était aussi l'histoire, vous savez, de la cigogne. Je rigole beaucoup avec ça, et en particulier avec un de mes gendres qui m'a envoyé un dessin animé euh, qui parle des affaires, des vols de transport des cigognes qui périclitent parce qu'il y a de moins en moins de commandes chez les cigognes, etc. Ça m'a beaucoup fait plaisir, rigoler et beaucoup plaisir, parce qu'on trouve l'argument, c'est dit comme ça dans le texte de l'OMS d'ailleurs, avec mépris, qu'il y a des gens qui disent encore à leurs petits-enfants que c'est la cigogne, enfin, qu'on racontait des falaises, et qu'il faut dire la vérité aux enfants. Donc moi, je vais insister sur le fait que la vérité des enfants, c'est pas celle des adultes. La vérité des enfants, c'est que effectivement, les cigognes peuvent apporter des bébés, que ils n'y croient pas de manière rationnelle comme nous, hein. C'est une croyance, ou que ça peut naître dans les choux, etc. Et quand nous, on leur donne des images très réalistes, eh bien, très souvent, ils finissent, comme l'image réaliste de comment on fait les bébés, elle est bien obligée de s'arrêter à un moment, parce que sinon, ça devient réellement de la pédophilie. Que le papa mette la graine dans le ventre de la maman, bah, si on veut, c'est assez horticulture aussi, mais on ne peut pas aller jusqu'au bout de comment il met la graine, etc. C'est les enfants de 3-4 ans. Et j'ai ce récit d'une petite fille et un petit garçon où ils discutaient de ce problème, justement, comment le papa met la petite graine dans le ventre de la maman. Et puis, ils avaient vu à la plage une dame qui avait une cicatrice d'intervention périombilicale, hein, peut-être une césarienne d'urgence d'ailleurs. Et la petite fille dit au petit garçon, mais on met le papa met la petite graine on la met dans le ventre, oui, c'est ça. Et la petite fille, les petits garçons ont répondu, oui, mais le papa la met dans le nombril, hein. Voilà, c'est pas, vous voyez, en train de dire non, c'est pas dans le nombril qu'on le met, c'est dans la mounette. Bon, voilà, c'est ça qu'il faut accepter et comprendre qu'on ne leur ment pas, on les protège. Et je crois qu'il y a dans chaque culture, chaque famille, chacun fait comme il veut. Je veux dire, je ne défends pas une conception plutôt qu'une autre. Je crois que c'est aussi l'histoire de la famille, de la propre enfance des gens, et qu'il faut respecter, parce qu'en même temps, c'est une protection de l'intrusion. Alors, ce que je dis très clairement, il n'y a pas que dans ce domaine-là, d'ailleurs, dans le domaine de l'amour et de la sexualité, l'intrusion du monde des adultes dans le monde, l'intrusion, oui, du monde des adultes dans le monde de l'enfance, le monde des enfants, parce que quand on voit cette pensée magique, visiblement, elle a une fonction protectrice de l'enfance. C'est pour ça que j'ai préservé l'innocence. Ce n'était pas un terme juridique, c'était évidemment un terme psychologique. C'est toute cette pensée magique, elle protège les enfants. Elle peut aussi de temps en temps leur faire peur, hein, bien sûr, mais elle a surtout une fonction protectrice et protectrice du monde des adultes. Et en termes d'ethnologie, en fait, ces pensées magiques, ces histoires, elles existent dans toutes les civilisations, j'imagine? Elles existent dans d'autres civilisations. Toutes les civilisations, j'en sais rien du tout, mais j'ai suffisamment roulé ma bosse pour savoir que effectivement, il y a toujours des histoires magiques dans d'autres cultures, et sans que ça soit finalement de l'ethnologie, parce que c'est réellement encore présent. J'ai beaucoup travaillé aux Antilles, et il y a tout un corpus fabuleux aux Antilles, assez différent du nôtre,
mais qui a fait appel aussi aux animaux et aux plantes, et aussi les animaux peuvent parler, et les plantes peuvent éventuellement se déplacer. Et voilà, il y a tout un corpus comme ça qui a une fonction magique, qui est en même temps tout à fait fabuleuse, quoi. C'est un émerveillement souvent d'entendre, et les enfants sont réellement émerveillés, beaucoup plus émerveillés que si on leur dit la réalité de ce qu'est certaines choses du monde des adultes. Sûr. Alors Ariane, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cet émerveillement? Je voudrais peut-être expliquer en quelques mots pourquoi et quelles sont les étapes dans l'enfance et pourquoi il est très important de effectivement ne pas mélanger les mondes. De manière très générale, l'enfant construit sa vie psychique, c'est-à-dire qu'elle est en développement et elle n'est donc pas aboutie comme serait une vie psychique d'adulte. Donc ça veut dire que l'enfant, il se débat tout d'abord avec une vie pulsionnelle qui est confondue par les ignorants avec une vie dite sexuelle. Ça n'a rien à voir. Et nous remettons aussi de l'ordre là-dedans, sortir de confusion dans ce livre, pour rappeler que la vie pulsionnelle, je vais prendre des exemples très concrets pour les gens. C'est ce avec quoi se débat l'enfant dans la toute petite enfance. Il se débat avec des impulsions immédiates. Je veux faire ce que je veux quand je veux. Je ne peux pas me retenir de manger des frites toute la journée si j'en ai sous le nez. Je ne peux pas me retenir de manger des bonbons toute la journée. Et l'adulte doit ici opérer une fonction de protection et d'interdit qui, petit à petit, par cette sécurisation, permet au petit enfant de commencer à apprendre la frustration. Sans l'apprentissage de la frustration, rien ne va se passer. C'est-à-dire que pourquoi nous parlons de tout ça? Pourquoi l'éducation est centrale? Elle est centrale pour conduire l'enfant étymologiquement hors de l'état de pulsion, ça c'est l'étymologie du mot, pour ensuite faire en sorte que cet enfant, dans le futur, devienne un adulte capable d'être en société et de faire civilisation avec les autres. Et faire civilisation, ça implique ce qu'on appelle le refoulement des pulsions. C'est-à-dire, j'ai une grosse colère contre mon voisin, ben, je ne vais pas aller le tuer, je ne vais pas aller le frapper. Et c'est tout ce que l'enfant doit d'abord apprendre. C'est un apprentissage compliqué sur des années et qui va permettre un second apprentissage qui est celui de la discipline, petit à petit. Et ça, c'est une autre période qui correspond à la période qu'on appelle de latence, hein, on va dire entre 6 et 11 ans. Donc nous avons aussi détaillé ces étapes-là. Donc il y a aussi dans la protection psychique dont parle Régis, la construction de cet imaginaire qui est effectivement à la fois une barrière, à la fois le monde émotionnel. Le monde de l'enfance, ce n'est pas le monde de la rationalité ou de la réalité brute. C'est un monde émotionnel, c'est le monde de la tendresse. Et ce monde de la tendresse, c'est parce que les émotions sont suffisamment sécurisées qu'on va pouvoir ensuite passer à d'autres types d'apprentissage, comme la rationalité, comme d'autres fonctions psychiques qui permettent de vivre en société. Et c'est l'apprentissage de la vie intime. Donc, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que nous nageons en pleine confusion de ces stades de développement. Nous nageons en pleine confusion d'angoisses d'adultes, parce que souvent ce sont des angoisses d'adultes qui viennent se projeter sur le monde de l'enfance au regard de la violence de notre monde. Donc mon Dieu, notre monde est hyper sexualisé, hyper violent. Il faut donc tout de suite aller faire une prévention auprès des enfants. Et c'est là qu'il y a, à mon avis, un contresens, c'est que cette prévention ne tient pas compte des besoins de l'enfant, des besoins de la vie psychique de l'enfant, c'est-à-dire qu'on entend beaucoup aussi de réactions, par exemple à cette éducation sexuelle, qui serait de type fonctionnel. C'est parce que les organes ne seraient pas encore en fonction. Mais en fait, c'est-à-dire qu'il y a un respect de la vie psychique de l'enfant pour ne pas créer du traumatisme. Qu'est-ce que c'est que le traumatisme? C'est l'effraction d'un réel que l'enfant ne peut pas appréhender. Pourquoi l'enfant ne peut pas appréhender la sexualité? C'est déjà une première question que nous abordons aussi dans ce livre, parce que
il ne peut tout simplement pas appréhender la sexualité de ses parents, c'est sa propre origine. Et pour créer, c'est quelque chose d'extrêmement angoissant. Donc pour pallier cette angoisse, il y a la création de tabous. Et le tabou, ce n'est pas mauvais. Nos civilisations sont construites sur des tabous. Et c'est important de rappeler aujourd'hui où on veut faire sauter absolument tous les tabous. Ce qui permet la construction psychique, c'est qu'il y a des tabous et qu'il y a des interdits, qu'on ne peut pas tout faire. Et voilà, donc cette confusion qui naît souvent de l'angoisse d'adultes, qui reporte sur les enfants la responsabilité de l'absence de protection qui émane du monde des adultes. Les enfants n'ont pas à être confrontés à cette sexualité parce qu'ils ne sont pas aptes et qu'ils ont besoin d'autre chose et qu'ils ont en particulier besoin, je voudrais juste terminer sur ce point, c'est très important, d'apprendre la pudeur pour préserver et créer un monde intime qui n'est qu'à eux et qui sera le socle du futur citoyen. C'est pour ça que éducation à la sexualité ou éducation sexuelle, c'est un terme paradoxal, parce que la sexualité est du registre de la vie pulsionnelle, et donc on ne peut pas éduquer à une pulsion, on doit les contenir. Donc ça, c'est un terme paradoxal, ça sidère la pensée. D'ailleurs, nous rappelons dans ce livre que ça vient bien des officines Kinsey, ce terme. Ce n'est pas de la prévention, et ça n'ouvre pas les mêmes espaces psychiques. Et de la même manière, dans les textes de l'OMS, il est question de citoyenneté sexuelle, ça ne veut rien dire. La citoyenneté, c'est politique. La sexualité, c'est du registre de la vie privée. C'est là que Virginie Darault-Jouricchia nous a énormément éclairé du point de vue du droit. Oui, et vous l'aviez bien indiqué dans l'imposture des droits sexuels, hein, c'était vraiment flagrant. Et c'est vrai que ce que j'ai beaucoup aimé dans votre livre, c'est que finalement, nous-mêmes, on est dans un monde qui est hyper sexualisé, où on perd ce repère de l'amour, des sentiments, de la tendresse, hein, même pour les adultes. Et en fait, de lire votre livre, ça permet vraiment de revenir à ça. Et même en tant qu'adulte, je crois que l'adulte, pour arriver à comprendre tous ces tenants aboutissants, doit revenir à ses propres souvenirs, regarder ses enfants avec un peu de recul, comme vous le montrez, et retrouver un petit peu cet émerveillement pour comprendre à quel point cette éducation peut être absolument traumatisante pour les enfants. Et j'ai bien aimé ce que vous disiez sur les contes aussi qui sont là pour protéger. De la même façon, peut-être, Régis, vous pouvez nous en dire 2 mots, ou je ne sais pas lequel de vous avait abordé ce conte du petit chaperon rouge, justement, pour… Régis ? Si je peux repréciser certains points que vient d'aborder Ariane, le petit, pour bien, les pulsions, elles s'expriment bien sûr chez les plus jeunes, et elles s'expriment chez un enfant qui est, et c'est pas nous qui avons inventé ça, c'est un grand psychologue genevois, c'est Jean Piaget, dans ce qu'il appelle le stade sensorimoteur. Et ça, c'est à bien comprendre, c'est-à-dire que pendant grosso modo les 2 premières années de la vie, hein, il faut savoir, je rappelle que le développement, il varie grandement chez chaque individu et que ce n'est pas une pathologie, c'est des variations de la normale d'un groupe biologique. C'est les aspects ils découvrent le monde par ses canaux sensoriels et ses canaux moteurs. Il n'y a pas encore de rationalisation. Et il y a une espèce de confusion qui s'installe entre la sensorialité et la sexualité. La sensorialité participe à la sexualité, bien sûr, la motricité participe à la sexualité aussi. On parle de motricité en tant que psychomotricité. Mais au moment chez l'enfant, et ce n'est pas encore une sexualité. Donc il y a on peut appeler ça une éducation, ça me gêne un peu, mais on peut aider les enfants au développement sensoriel, on peut aider les enfants au développement psychomoteur, c'est sûrement un bon préalable pour leur sexualité future, mais ce n'est pas de la sexualité. Et il faut comprendre que la présence anatomique d'un organe n'implique pas qu'il soit fonctionnel. C'est très simple à comprendre. C'est valable si vous avez un enfant à des jambes, je répète, je radote un peu, c'est l'âge. Si un enfant a des jambes à la naissance, on ne dit pas qu'il marche, on dit qu'il gigote. Si un enfant a une langue, un cerveau et des organes phonatoires à la naissance, on ne dit pas qu'il parle. Et on ne peut pas éduquer ça. On ne peut pas éduquer à la marche, ou on ne peut pas éduquer à parler.
c'est quelque chose qui se développe spontanément si on a un milieu qui n'y est pas contraire, comme par exemple, si un enfant vit dans un milieu de sourds-muets, il ne va pas développer le langage, ou si lui-même sourd, il ne va pas développer le langage. Mais là, il y a quelque chose de pathologique, si vous voulez, qui freine ce développement. Sinon, le développement se fait plus ou moins bien, mais il se fait spontanément et on peut aider à ce qu'il se fasse bien. Mais à ce moment-là, on aide au niveau des préalables. J'utilise ce terme à la place de prérequis parce que c'est peut-être un peu technique. Les préalables, c'est ce qu'on fait avant de faire quelque chose. Pour faire quelque chose, il faut avoir son plan, il faut avoir ses outils, il faut avoir etc. Mais on ne dit pas qu'on est déjà en train de construire quelque chose. Et c'est vraiment ça. Et que le développement, il dépend d'une croissance biologique au sens large du terme, anatomo-physiologique, c'est-à-dire pour la marche, il faut, je ne vais pas vous faire tout le plan, pour le langage, c'est pareil. On peut apprendre le langage écrit, là c'est autre chose, c'est une véritable éducation, entre guillemets, c'est un apprentissage en fait, c'est un mot plus approprié. Voilà, c'est un apprentissage, on apprend quelque chose, mais le langage, la marche, bien d'autres de nos fonctions, et donc la sexualité, ne peuvent s'apprendre, ne peuvent émerger, elles n'émergent que spontanément, et on peut aider les préalables avant cette émergence, et la sexualité, elle ne va émerger qu'au moment où il y aura un contexte anatomo-physiologique qui la permet de s'exprimer, c'est-à-dire la puberté. Alors bien sûr qu'on ne va pas faire les mêmes aides au développement, je préfère ça moi, à l'éducation pour le développement, on ne va pas faire les mêmes aides au développement d'un enfant de 2, 3, 4 ans ou 7, 8 ans, parce qu'il y a aussi à partir de l'âge de 7 ans une conception cognitive de la rationalité qui émerge, qui a été très bien étudiée. Oui, mais alors donc dans ces aides au développement, ça veut dire sachant que chaque enfant se développe à son niveau, hein, deux enfants de 12 ans n'auront pas forcément la même maturité psychique, motrice, physique, donc on ne peut pas envisager une aide qui soit globale dans une classe entière. On est bien d'accord? C'est totalement impossible. Je suis même surpris, pour faire une parenthèse, qu'on essaie d'apprendre au même âge à tous les enfants la lecture avec la même méthode. Ça, c'est un truc qui me dépasse complètement. Voilà, il y a probablement un certain nombre d'échecs. Enfin, vous savez, quand vous faites marcher un enfant trop tôt, qu'est-ce qui se passe? Quand vous essayez de le faire marcher trop tôt, il tombe, il se fait mal, et donc ça le met en opposition. Hein. Bien sûr, il va y revenir après. Et pour l'apprentissage, un certain nombre d'apprentissages, si on les fait trop tôt, eh bien, voilà. Mais pour les aides au développement, il faut vraiment les faire au niveau des préalables, voilà, avant que la fonction soit mature. Hein. Et là, ça me ramène à une question pour Ariane en ce qui concerne justement le fait de faire ces moyennes, hein, d'avoir des statistiques, on fait des moyennes sur les gens et ensuite on veut ramener ces personnes à une moyenne et à une norme, ce qui est très totalitaire. Alors, la norme en soi, elle ne me paraît pas totalitaire dans le sens où elle existe pour qualifier une majorité, comme en grammaire. Quand ça devient totalitaire, c'est quand on refuse absolument les exceptions qui font partie de l'ensemble de la grammaire. Ce qui, en revanche, est d'ordre totalitaire, c'est que l'État se mêle de la vie privée et de la vie intime. Et là, la sexualité en droit relève de la vie privée et la sexualisation des enfants est normalement totalement contraire au droit pénal. Hein. Si l'enfant est considéré comme un mineur sexuel, c'est précisément parce qu'il n'a pas de sexualité. Donc à partir du moment où l'adulte projette cette idée de sexualité sur l'enfant, c'est un processus pervers qui parle davantage de l'adulte que de l'enfant et que de la vie psychique de l'enfant. La problématique que nous avons, et qui n'est à mon avis pas des moindres, c'est que nombre d'adultes n'ont pas un rapport apaisé à leur propre vie amoureuse et à leur propre vie sexuelle, qui en fait partie, et donc projettent un certain nombre de traumatismes qui peuvent être les leurs, un certain nombre de mauvaises expériences qui peuvent être les leurs sur les enfants. Je vais prendre un exemple. Si quelqu'un a subi un traumatisme sexuel infantile qui n'a pas soigné
il peut vouloir absolument euh, euh, empêcher que ça se produise chez d'autres enfants, mais l'enfer étant pavé de bonnes intentions, ce qu'il va amener en contenu à l'enfant est à ce moment-là traumatique pour l'enfant qui n'a pas vécu ce que l'adulte a vécu. Donc c'est cette confusion aussi. Et je dois dire que, encore une fois, je vais rappeler cette information, mais j'ai énormément interrogé de nombreux collègues qui traitent à la fois une patientèle d'adultes ou d'enfants. Ils rapportent un nombre considérable de témoignages d'abus sexuels infantiles. Donc on peut imaginer que sur l'ensemble de la population aussi, ce sujet entraîne différents types de confusion. Et, et ce sont ces confusions que nous souhaitons lever. Je voudrais dire aussi, parce que c'est effectivement l'un des points essentiels qu'a rappelé Régis, l'importance de ne pas brûler les étapes. Et donc, si nous voulons pouvoir disposer de citoyens à un esprit critique suffisant, aptes aussi à des processus rationnels que nous, on appelle processus secondaires et qui font partie des processus qui s'apprennent dans la dite période de latence. Latence, ça veut dire que toutes les pulsions sont cachées. Donc entre 6 et 12 ans, le stade dont parlait Régis, le stade de développement logique, le stade où traditionnellement, à l'école, on enseignait la grammaire, on enseignait même, il y a longtemps, le latin, les mathématiques, tous ces processus rationnels pour renforcer ce qu'on appelle cette rationalité et ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, la symbolisation, c'est-à-dire une aptitude à sortir de la vie du corps, qui est une vie pulsionnelle, pour l'amener dans le langage. Et ce qui fait civilisation, c'est que nous sommes des êtres de langage. Quand nous avons un conflit, nous ne nous tapons pas dessus. Nous essayons d'en parler. Et c'est ce que l'enfant est mené à apprendre et à consolider à cet âge-là, dans cette période de latence. Donc c'est surtout à cette période de latence, en particulier, il ne faut surtout rien amener qui vienne contrecarrer cette construction de ce que moi j'ai appelé les remparts psychiques, sont des remparts de rationalité qui viennent précisément sortir de l'immédiateté. Un autre rempart, c'est qu'on pourrait l'appeler pensée mythique, c'est-à-dire que il y a ça me surprend toujours et j'ai eu cette réflexion personnelle que je vous soumets, qui est assez inédite, enfin, que je n'ai pas entendue pour l'instant ailleurs. C'est la différence aujourd'hui entre les histoires pour enfants et les contes et la mythologie. C'est-à-dire que pour moi, il y a plusieurs stades. Les histoires aujourd'hui pour enfants que vous écoutez, que vous découvrez, sont des histoires qui sont très calquées sur le réel. C'est-à-dire, c'est la vie de l'enfant qui est racontée. Alors, petit Louis fait ceci, ou je sais pas qui fait ceci, enfin voilà. On prend un animal, mais c'est la vie réelle. Il va à l'école, il a son goûter, il change sa couche, il apprend la propreté. Et donc, l'enfant n'est pas projeté dans un monde imaginaire. Il est, en fait, simplement, il s'identifie à l'animal principal, voilà, qui est censé mener sa vie. Or, ce qui est notre propre protection psychique, c'est l'aptitude à développer une vie imaginaire qui n'est pas une fuite du réel, qui est au contraire un endroit ressource à l'intérieur de soi pour pouvoir se confronter à la difficulté de la réalité, de sa violence, une fois que nous parvenons dans le monde adulte, en particulier aujourd'hui. Donc, les contes comme Le Petit Chaperon Rouge, comme Hansel et Gretel, etc., servent à prévenir l'enfant, le loup et les 7 chevreaux, des dangers, mais ce sont des personnages totalement imaginaires. Il ne va pas rencontrer dans sa vie quotidienne et c'est même difficile. Donc il y a déjà un deuxième niveau d'élaboration. Et si on prend les mythes, et en particulier la mythologie grecque que les enfants adorent et qui était enseignée à tous les enfants dans toutes les écoles on va dire, justement de cette période de latence dans la Grèce antique, avec Homère, eh bien, cette mythologie grecque, elle est chargée de violence, elle est chargée de trucs épouvantables, de cannibalisme, de viol, enfin, c'est épouvantable. Et pour autant, ça n'effraie pas les enfants. Pourquoi? Parce qu'il y a suffisamment d'éléments pour ne pas
s'identifier de manière immédiate, c'est-à-dire que, et bien évidemment, le Dieu qui a des petites ailes aux pieds, celui qui a la foudre dans les mains, etc., c'est impossible. Et en même temps, ça parle de la vie archaïque, ça parle de la vie pulsionnelle, et ça parle de toutes ces pulsions, ces interdits fondamentaux, ces tabous qu'on doit mettre en place pour pouvoir vivre ensemble. Tabou de l'inceste, tabou du meurtre, ça c'est vraiment l'anthropologie de Lévi-Strauss qui le dit. Et cette mythologie, elle permet à l'enfant de dépasser en fait justement cette confusion, cette noyade dans des processus très anxiogènes, très angoissants, à travers une pensée mythique qui lui permet de mettre à distance. Et donc ça n'a rien à voir avec ces mots crus que des adultes souhaiteraient, au nom de la prévention, amener dans la vie de l'enfant et qui en fait seraient susceptibles de faire trauma. Voilà. Mais alors, bon, c'est vrai qu'il y a énormément de gens qui sont convaincus que ces cours vont protéger les enfants contre l'inceste, leur permettre de parler, contre des abus sexuels. Et c'est très, enfin, ils en sont vraiment persuadés. Dans votre livre, vous donnez quelques conseils qui sont très intéressants, mais est-ce que vous pouvez ici nous dire quelque chose là-dessus, Régis peut-être, ou Ariane, je ne sais pas. Oui, je vais dire un mot, moi. On nous parle de prévention. La prévention, ça fait partie de la thérapeutique. C'est une forme de thérapeutique, hein, si je peux dire. Hein. Il y a la thérapeutique curative et la thérapeutique de prévention. Les médecins sont habitués à faire ça, en particulier les pédiatres. On ne peut pas faire un traitement de l'enfant, qui soit d'ailleurs curatif ou préventif, mais tout particulièrement préventif, sans ses parents. Ça me paraît quelque chose où ça cloche là. Il y a un discours qui cloche. On ne peut pas faire un traitement préventif sans la coopération des parents. Alors, l'idée, ça serait de prévention, on la voit bien, ça serait que c'est dans les familles que se passent les histoires. Alors, hein, il faut dire, le terme inceste me gêne un petit peu, parce que ce qui est choquant et je crois illégal, ce n'est pas l'inceste. Je ne crois pas, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, je ne pense pas, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, il n'y avait pas de texte de loi qui réglementait l'inceste entre adultes. Ah. Et c'est même toute une mythologie, ça, hein, en particulier dans la mythologie égyptienne, et même on la retrouve, hein, ces histoires de dieux incestueux. Par contre, ce sont des agressions sur mineurs. Et je crois que c'est ça qui est le problème. Alors, ces agressions, effectivement, ces agressions sur mineurs se passent dans le milieu familial. C'est là aussi que l'enfant y vit le plus souvent. Mais elle ne se passe pas que dans le milieu familial. Il ne faut quand même pas prendre les gens pour des canards sauvages. Il y en a dans les clubs de sport. J'ai été expert auprès des tribunaux, et donc j'ai été confronté pendant longtemps et à de multiples reprises à des enfants, et aussi pour des raisons particulières, d'absence d'experts, pour être clair, de manque d'experts, à des agresseurs sexuels d'enfants qui étaient, où on se demandait, ils avaient bien purgé leur peine, bons prisonniers, comment on les libère? Ils demandaient des libérations anticipées. Et il y a donc dans divers milieux, d'autres milieux, et pas seulement dans la famille, des agressions sexuelles, et on ne voit pas très bien pourquoi on mettrait le focal sur les familles alors que ce n'est pas leur exclusivité. Alors la prévention, à mon avis, elle est basée sur ce qui se passe déjà avant. Quelle est la prévention pour qu'un enfant dise qu'il est maltraité, c'est la qualité relationnelle et de dialogue qu'il peut avoir avec ses parents, et en particulier avec sa mère, pour être clair.
il faut, alors bien sûr, il y a certaines mères qui sont sous emprise, bien sûr, on le sait, hein, d'un homme ou d'autres situations qui sont sous emprise et qui vont, pendant un certain temps, masquer. Mais ce n'est pas le plus fréquent. On n'a pas de statistiques là-dessus, mais ce n'est pas ce que j'ai entendu le plus fréquemment. Le plus fréquemment, c'est que quand l'enfant ou quand la mère est alertée par certains signes de l'enfant, parce que ce n'est pas uniquement dans le discours, tout d'un coup l'enfant va moins bien, il se passe quelque chose, on ne comprend plus son enfant, ou même à l'école ça se passe moins bien, etc. Il y a d'autres signes d'alerte que la simple déclaration là, avec le numéro, etc. Et en particulier chez les petits, il peut y avoir tout d'un coup des troubles du sommeil, enfin bref, il y a tout un tas de signes et c'est la qualité de la relation. Et je ne dis pas ça pour accuser l'un ou l'autre, c'est parce que les relations entre adultes et enfants sont très perturbées dans notre monde, hein, par diverses raisons. C'est la qualité de la relation entre l'enfant et sa mère qui est la meilleure prévention. Parce qu'il va en parler rapidement s'il se passe quelque chose. Tandis que s'il n'y a pas l'habitude, parce qu'il aura confiance dans sa mère, que c'est elle la protectrice, voilà, et que c'est vraiment, il faut être clair quand même aussi, la plupart des agresseurs, et de loin, sont des hommes. Il y a aussi des femmes, mais beaucoup moins. Moi, j'en ai rencontré beaucoup moins, et dans des histoires très tordues, on va dire. J'ai beaucoup aimé votre exemple. En fait, on ne peut pas, même si on dit à un tout petit qui vient juste d'apprendre à marcher, de faire attention aux voitures pour traverser la rue, ça reste de la responsabilité des adultes, et ça sert presque à rien de lui dire tant qu'il est trop petit. C'était un très très bon exemple. Voilà. Et on peut finir avec cette histoire des. Alors on vous dit donc, je crois que voilà, et que comme le dit Ariane, c'est quelque chose de l'intime, du privé, et qu'on ne voit pas comment, si ce n'est à aboutir à une sexualisation de toute la société, enfin qui est déjà en route, mais aussi celle des enfants. Nous, chez les experts, pour ce qui attire notre attention, c'est quand, jusqu'à présent, c'est quand les enfants avaient des conduites sexuelles qui sont des conduites sexuelles d'adultes. Si on apprend à tout le monde ce que c'est que la sodomie, ce que c'est que la fellation, etc. On n'entend plus. On n'entend plus, Régis. Régis, vous avez votre micro? Est-ce qu'on ne vous entend plus? Non. Il y a une coupure. On n'entend plus, Régis, le micro. Peut-être un aparté sur Freud, le temps que Régis. Voilà, excusez-moi. Très bien. C'est mieux? Oui. C'est mieux? Très bien, oui. Donc on en était à si on apprend la sodomie, la fellation aux enfants, et après tout a été coupé. Ah. Je pense que c'est un problème de réseau. Peut-être on peut embrayer. Ouais, alors je vais embrayer. Oui. Freud et le complexe d'Oedipe, non? Ouais, j'ai des choses à rajouter par rapport à ce qu'a dit Régis. D'abord, quelle est cette obsession de faire de la prévention? Pour moi, c'est une manière de contourner la vraie question, qui est la question de la protection des enfants par les adultes. Donc, si on regarde le tableau d'ensemble, et j'avais donné il y a déjà un certain temps les chiffres de la justice concernant les condamnations des abus sexuels et des viols pour enfants, on est entre 1% et 3% des plaintes. Donc c'est déjà un premier problème. On voit bien que la société adulte ne fonctionne pas en termes de protection des enfants. Ensuite, il y a un deuxième problème. Donc ça fait que déjà, posons-nous 2 minutes. Si les enfants, parce que beaucoup nous disent, oui, mais ça va permettre aux enfants d'expliquer ce qu'ils ont, etc. Est-ce que et les enseignants, par exemple, sont formés à la détection des traumatismes et des signalements? Non. Donc déjà, deuxièmement, est-ce que la protection de l'enfance fonctionne bien avec les signalements? Non. Vraiment, c'est assez catastrophique. Nous sommes vraiment de nombreux professionnels à l'avoir dénoncé depuis des années. Donc il y a bien d'autres choses à faire en termes de protection des enfants. Et enfin, les enfants apprennent essentiellement par imitation des adultes.
c'est leur premier apprentissage, c'est l'imitation. Donc, quel est le modèle que nous, adultes, nous leur donnons? Quel est le modèle de société que nous leur donnons? Est-ce que vraiment nous sommes presque, j'ai envie de dire, envisageables comme modèle viable? Bien sûr. Hein? Une société d'adultes qui n'a pas réglé sa violence, qui n'a pas réglé ses messages contradictoires, où les relations sont de plus en plus pauvres en termes émotionnels, en bienveillance, etc., où on est de plus en plus dans des passages à l'acte. Donc, réglons ça. Et Et, les enfants et, et- seront dans un environnement serein pour grandir. bien sûr. Donc, à chaque fois, on nous utilise des cas exceptionnels, comme si tous les parents étaient des violeurs d'enfants. Donc, je crois que ce que Régis a rappelé tout à l'heure en termes de participation des parents à l'instruction et à l'éducation de son enfant, c'est assez fondamental. C'est-à-dire, c'est la Convention internationale des droits de l'enfant. Ce que nous réclamons, c'est le respect de la Convention internationale des droits de l'enfant qui prévoit le respect des parents et de l'autorité parentale. Et là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est, voilà, qui vient en contradiction. Et j'avais cité EdSense, c'est-à-dire ces fameux guides qui sont à destination des intervenants à l'éducation sexuelle dans les écoles et qui indiquent bien que d'abord, il faut mener un dialogue sur la sexualité avec des enfants à partir de l'âge de 2 ans et que si les parents sont en désaccord avec le contenu de ce qui est amené dans ces 10 programmes, ils pourront faire l'objet d'un signalement aux services sociaux. Je voudrais rappeler que tout ceci est illégal. Oui, c'est ce Et qu'a confirmé le CESE d'ailleurs. Tous les textes vont de même. donc, il serait temps de respecter la loi. Et c'est l'objet d'Honest, c'est l'objet de ce que dit Virginie Darajo-Ricard, et je crois que nous sommes tout à fait d'accord, parce que la loi, le droit pénal, il est quand même là pour protéger l'intégrité des citoyens. Donc, le respecter en termes de ce que le droit pénal dit, le respecter aussi dans son application. Donc, on a fort à faire, nous, les adultes, en termes d'amendement concernant la protection psychique des enfants, c'est-à-dire de remise en question de notre société, du modèle qu'elle donne, des perspectives qu'elle donne aussi, hein, quand on entend des appels à la guerre et une mobilisation de la jeunesse pour la guerre, on peut quand même se poser quelques questions sur la protection psychique et physique des enfants. Et au lieu de vouloir absolument asséner cette prévention, c'est-à-dire en fait la déléguer à l'enfant, qui n'est pas apte à comprendre ce dont on lui parle à ce moment-là. C'est clair. En fait, vous disiez au départ que votre livre n'était pas un manifeste, mais finalement, quand on lit votre livre, on se rend compte que tout ce qui est fait va à l'extrême opposé de ce qui devrait être. Quand on écoute, j'écoutais il y a peu Aude de Niso qui expliquait la dégradation absolument hallucinante de l'éducation, qui prive les enfants de tout vocabulaire, donc ce qui revient à ce que vous dites, c'est-à-dire amener une certaine forme d'agressivité, de bestialité quand on n'arrive plus à s'exprimer. Donc, en fait, votre livre, s'il n'est pas un manifeste, il est une évidence que ce vers quoi nous allons est le strict opposé de ce qu'il faudrait. Ok. Est-ce que… Rajouter quelque chose qui est un point fondamental, c'est que, donc j'ai parlé du droit pénal, mais il est bien évident que tout ceci est voué à évoluer si nous ne prenons pas la mesure de ce qui est en train de se passer. Donc, un enfant qui a un développement harmonieux dans un environnement sécurisant et bienveillant et qui ne subit pas de traumatisme ou d'abus sexuels ou de confusion de cet ordre, ne manifeste pas de conduite sexualisée. Donc c'est très important de le rappeler parce que ça, c'est notre clinique qui le dit. C'est-à-dire qu'un enfant, à partir du moment où il va démontrer une gestuelle, un comportement sexualisé, il faut toujours que nous nous demandions d'où vient ceci. Encore une fois, il apprend par imitation. Donc, qu'est-ce qui a causé et souvent, c'est un marqueur pour les expertises judiciaires, les signalements.
À partir du moment où on banalise la sexualisation des enfants, où on mélange le monde de l'enfance et le monde de l'adulte, donc on entrave sérieusement leur développement psychique, le développement psychique des enfants, et où donc les enfants vont imiter les conduites adultes, même si évidemment elles leur sont totalement préjudiciables, comme on le voit aujourd'hui avec des histoires de viol en école maternelle, de fellation dans les écoles élémentaires. Enfin, on vit des histoires qui n'existaient pas avant. Donc ça doit quand même être un marqueur. Ce fait divers de plus en plus fréquent doit nous interroger sur notre participation à tout ça, notre participation générale du monde des adultes, hein, et notre défaut de protection. Donc cette banalisation de la sexualisation va faire que de plus en plus d'enfants vont avoir ces conduites sexualisées. Et le grand risque, c'est qu'effectivement, comme nous l'a averti Maître Virginie Dargerecchia, le législateur finisse par statuer que c'est une coutume, c'est-à-dire que aujourd'hui, oui, tous les enfants présentent des conduites sexualisées. Ce n'est pas parce qu'ils présentent des conduites sexualisées que c'est un développement psychique harmonieux et qu'il n'y a pas quelque chose d'extrêmement grave dont les conséquences seront payées avec une facture très salée à l'âge adulte. Et précisément, comment? Parce que pour nous, et c'est important de le rappeler, avec Régis, pour nous, ce qui nous préoccupe, c'est qu'il y ait un développement harmonieux dans l'enfance, qui ne brûle pas les étapes, pour que l'individu, une fois adulte, ait une vie sexuelle amoureuse épanouie. Et une vie sexuelle épanouie, ce n'est pas une sexualité réduite à une pure fonction où l'autre est considéré comme un objet. C'est aussi important de rappeler ça. Et quelque chose qui ait de la consistance, qui faire venir de la tendresse, du rêve, de l'imaginaire et tout un tas de fonctions psychiques qui se développent dans l'enfance. Voilà. Alors justement, pour finir, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur l'amour? Alors je vais appeler Régis d'abord et Ariane ensuite. Parce qu'il y a beaucoup d'amour dans votre livre, l'amour paternel, maternel, l'amour des enfants, l'amour que peuvent ressentir les enfants. Qu'est-ce qu'on peut… Est-ce que ça fonctionne là? Ça fonctionne. On vous entend, Régis. Alors, je voudrais rappeler quand même un des éléments fondamentaux de notre livre, c'est une fausse affirmation scientifique. Il n'y a pas encore de sexualité chez l'enfant. Et alors que tout le monde l'affirme comme allant de soi, il n'y a aucun argument scientifique pour dire que la sexualité se développerait dès la naissance, c'est-à-dire de manière totalement contraire à tout ce qui dans tous les autres secteurs du développement de l'enfant. À partir du moment où déjà on aura fait qu'il n'y a pas de sexualité, ça évitera le discours que j'ai entendu certains pédophiles qui vous disent que mais non, ils ont cherché à lui faire découvrir la sexualité bien gentiment pour éviter que d'autres les agressent. Je l'ai entendu de mes propres oreilles, je ne suis pas le seul expert à avoir entendu ça de la part, et on se faisait reprocher qu'on n'était pas à la page. Et je rappelle qu'il y a quand même eu des gens pour défendre, juste après 68, la pédophilie comme parfaitement normale. Donc, il faut quand même rappeler. Et au niveau de… Donc, c'est vraiment un élément de base de notre livre que les affirmations de scientifiques sont les rapports Kinsey, pour les nommer, sont d'affreuses choses où il y a eu des agressions de nourrissons. Ce n'est pas du tout, c'est le contraire de la science. C'est vraiment tout ce qui peut être opposé à la démarche scientifique. Et puis, au niveau de la protection, il faut être clair, même si vous essayez de protéger les enfants, comme le dit Ariane, on ne peut protéger les enfants que quand ils sont conscients de dangers que représente, par exemple, une voiture. Qu'est-ce que c'est? Un engin à tuer, une voiture, en fait, dans la rue. Donc, il faut que l'enfant puisse en avoir conscience, ce qui n'est pas le cas chez le petit. Et quand on vous dit qu'il faut les protéger de la pornographie, qu'est-ce que ça veut dire? Protéger de la pornographie à un enfant, on nous dit, si ce n'est pas nous qui le faisons, de toute façon, ils apprendront beaucoup plus mal dans des sites pornographiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans l'inconscient, ou même le presque conscient, je dirais, de notre société, que les adultes aient accès à la pornographie est prioritaire sur le fait qu'on protège les enfants de la pornographie.
Hein. Oui, alors que ça pourrait être réservé aux adultes très facilement. Hein. Ben bien sûr, oui, oui, c'est bien ce que je suis en train de dire. Et puis même, je veux dire, dans une société si féministe, etc. et tout, excusez-moi, mais voilà. Alors, quelques mots de la fin sur l'amour, Régis, pour qu'on termine avec du baume au cœur. Oui, oui. Alors, eh bien, c'est que ce qui fait plaisir, c'est que, en fait, on voit beaucoup de jeunes qui ont été confrontés à ces cours d'éducation, qui deviennent maintenant parce que ça a commencé il y a déjà un moment dans certains endroits, et les jeunes finalement s'opposent, beaucoup s'opposent à ces choses-là, et on voit beaucoup de témoignages de jeunes couples. Je pense à un jeune couple qui était à côté de moi dans un train et que non, en allant, oui, c'est ça. J'étais c'était pas dans un train, c'était à Vézelay. Voilà, j'étais en participation à une chorale et il y avait un jeune couple là qui se témoignait et c'était vraiment des images de tendresse. C'était vraiment des images de tendresse et ça m'a fait très plaisir. Et on voit beaucoup de ces jeunes couples. Il semble que, et alors c'est défini comme quelque chose qui pose question, enfin qui est inquiétant. L'âge des premiers rapports sexuels chez les jeunes serait en train de se décaler vers le haut. Ils auraient leur premier rapport plus tard. Mais c'est peut-être une bonne nouvelle, c'est peut-être qu'ils ont pris conscience du côté affectif et les gens reviennent beaucoup, y compris les adultes, de cette idée qu'une bonne sexualité, c'est une sexualité, on essayerait toutes les composantes, toutes les figures du Kama Sutra. Le Kama Sutra est très mal compris d'ailleurs, dans son objectif, hein, toutes les figures, toutes les positions possibles, c'est du contorsionnisme, etc. Et qu'en fait, c'est ça qui amène à des échecs répétés et à la solitude, quoi. Voilà. Et donc, je vous dis, les preuves d'amour qu'on peut avoir, on en a beaucoup et chez les jeunes. Et ça me fait très plaisir. Je pense qu'on peut avoir de l'espoir. Oui, c'est peut-être en réaction à tout ça, finalement, où ils ne supportent plus et ça leur fait faire un pas en arrière et ils préfèrent… Et ils voient le côté malsain, surtout. C'est pas l'effet que ça soit en arrière, c'est qu'ils voient bien que tout ça a un côté malsain et que ça les fait passer à côté du principal, qui est d'avoir, bien sûr, on ne dit pas on n'est pas pour l'amour platonique forcément, enfin c'est une vocation chez certains, et on n'est pas pour le mariage qui serait le viol d'une adolescente arrivée à 13 ou 14 ans, etc. Alors, pour être clair quand même, j'ai eu dans mon exercice professionnel à côtoyer plusieurs fois, parce qu'on les fait venir chez nous, des médecins originaires du Maghreb, dont certains en couple, et qui m'ont expliqué, parce qu'à partir du moment où les gens ont confiance, ils peuvent parler en toute confiance. Et il y en a plusieurs, j'en ai connu plusieurs, qui étaient des mariages arrangés. Mais des mariages arrangés, et donc j'ai bien mis ce que je dis avant, hein, c'est pas le viol d'une adolescente de 14-15 ans, qui est pas, etc. Des mariages arrangés, c'est-à-dire des mariages entre cousins éloignés ou moins éloignés, mais qui se connaissaient avant, qui s'étaient vus, etc. Donc c'était pas, on vous présente une vierge blanche le jour du mariage, c'était vraiment des gens qui se connaissaient, qui avaient des affects et qui réussissent. Et je le dis clairement, parce que c'est un respect aussi des autres cultures, des autres traditions, et que ce n'est pas la culture en elle-même qui fait le mal, c'est la façon de la faire, et qui étaient des couples, alors c'est des gens qui avaient déjà 10, 15, 20 ans de mariage, hein. Quand ils arrivaient, ils avaient fini leurs études de médecine, ils exerçaient déjà dans des hôpitaux en France. Eh bien, c'était des couples qui marchaient comme un couple standard, bien, et ce qu'ils décrivaient, c'est qu'ils avaient réussi à avoir une sexualité tout à fait satisfaisante, parce qu'il n'y avait pas eu de brutalité, il n'y avait pas eu etc. Et que notre mode qui est le coup de foudre
qui peut arriver, hein, romantique, enfin on est dans un romantisme échevelé, sauf que le romantisme échevelé, on peut pas le durer, il peut pas durer dans un couple pendant 40 ans. Hein, et nos couples durent. Et c'est une protection, enfin il y a des couples qui durent pour la protection des enfants. Hein. J'ai beaucoup aimé votre allusion italienne au fait qu'un couple était comme une entreprise, que ça se construisait petit à petit. Voilà. Alors ça, c'est une expression, maintenant, en Italie, on commence à dire le contraire, mais faire l'amour en Italie, c'était au contraire, faire l'amour, c'était toute l'entreprise de séduction. Ce qui est très joli. Moi, ça me plaît beaucoup. Oui. Loro facciano l'amore, ça veut dire ils construisent. Et quand on disait fréquenter, ils se fréquentent, c'est qu'au contraire, ils étaient déjà en couple plus ou moins officiel. Enfin, pas officiel encore. Pas passé devant monsieur le maire, monsieur le curé. Voilà. Très bien. Moi, je vais donner le mot de la fin à Ariane. Oui, bien volontiers. En rappelant cette citation que vous avez faite, « Sexe sans conscience n'est que ruine de l'âme », vous paraphrasez Rabelais, qui est très beau. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait, parce que je pense aussi très curieux cette sectorisation des domaines relationnels de notre existence. Donc maintenant, on aurait une sectorisation de la sexualité, alors que ça fait partie d'un ensemble de la relation. Je crois qu'il y a quelque chose aussi d'une instrumentalisation du langage, de faire croire à une sexualité réussie, alors que si la relation elle n'est pas réussie, la sexualité elle risque d'être assez pauvre, voilà, et d'être assez mécanique. Et donc je crois que si on revient sur cette histoire d'amour, c'est un terme très galvaudé. Les pédophiles, les pédocriminels utilisent ce terme, et ils disent aimer les enfants. Eh bien, je crois que l'amour, c'est exactement le contraire de la pédophilie ou le contraire du processus pervers qu'il y a derrière, c'est-à-dire l'instrumentalisation de l'autre, qui va être utilisé comme un instrument de sa jouissance. Ça, c'est le contraire de l'amour. Et on peut se demander aujourd'hui, quand on voit aussi l'état global des relations entre les gens, à quel moment il n'y a pas cette instrumentalisation de l'autre, c'est-à-dire à quel moment faire preuve d'amour, c'est aimer l'autre dans sa complète altérité, même s'il, entre guillemets, je ne peux pas l'utiliser. Je ne peux pas l'utiliser pour quelque chose. Donc il y a quelque chose de magique. C'est aussi poser un regard sur cette différence de l'autre avec magie. Je crois que le plus grand moment d'amour, en tout cas dans la vie d'une femme, c'est à mon avis quand son enfant naît. Et qu'il y a ce regard posé sur ce qui est à la fois soi et qui n'est pas soi. Et cette dimension absolument merveilleuse et sacrée. Donc, respecter ce lien, ce soi qui à la fois n'est pas soi. Voilà. Et donc, tout ce qui relève uniquement de ces problématiques, ces projections, ces angoisses, il est important que nous puissions les travailler pour arrêter de les faire porter aux enfants, et en rappelant aussi tout simplement que si nous n'aidons pas aujourd'hui les enfants qui ont déjà beaucoup souffert à contenir cette vie pulsionnelle, et que au contraire nous ne faisons que encourager tous azimuts différents types d'effractions qui les rendront incapables d'apprentissage, incapables d'apprendre la langue, incapables d'apprendre l'écriture, etc., qui supposent justement des processus de mise à distance de toutes ces pulsions qui peuvent les traverser, eh bien, nous allons au-devant de très très grandes catastrophes et d'un retour à la barbarie qui est en cours. Hein. On le rappelle dans ce livre, Freud rappelait que sexualiser les enfants les rend inéducables. Et c'est bien important de le redire. Hein, et aussi, parce que je subis différents types de campagnes de calomnie par des gens qui ne sont jamais allés lire les textes, bien, nous faisons un point professionnel, posé, argumenté, et c'est vrai que nous attendons des arguments en retour, pas des polémiques, pas des invectives, pas du sensationnalisme. Voilà. D'accord. Alors, vous aviez une annonce à nous faire pour le 15 mars, je crois. Oui, donc nous, le 15 mars, Régis, Bruno et moi-même
seront disponibles sur ma chaîne YouTube à 20 h pour répondre à toutes vos questions concernant notre livre Le sexe n'est pas un jeu d'enfant. Donc parents, instituteurs, éducateurs, voilà, toute personne intéressée par le développement psychique des enfants et intéressée pour comprendre les enjeux actuels qui naviguent autour de la protection de l'enfance, de l'éducation sexuelle, de l'OMS, etc., eh bien, venez et nous essaierons de répondre à une majorité de questions. Donc le 15 mars à 20 h sur ma chaîne YouTube. Parfait. Bah, écoutez, merci à tous les deux pour ces témoignages, pour ce temps accordé et merci pour votre livre qui est absolument merveilleux à lire et tellement instructif. Et voilà, on a beaucoup à apprendre des enfants finalement et du regard qu'on peut avoir. Merci Régis, merci Ariane. Merci à vous Yann, merci Ariane. Merci, je vais lancer le clap de fin.